Bonjour, je suis Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium. J'ai la chance de couvrir le domaine du transport spatial depuis un tiers de siècle. Voilà, ce qui m'a amené à voir pas mal de choses. Et aujourd'hui, je suis là avec vous pour parler d'Ariane 6. J'espère pour la dernière fois avant qu'elle ne vole, puisque le premier vol est planifié pour le 9 juillet. Donc on va commencer déjà par oublier tout de suite le fait qu'elle soit en retard. Tous les lanceurs du moment sont en retard, et à peu près d'autant d'années. Et dans mon souvenir, Ariane 5 aussi, entre le moment où elle aurait dû entrer en service et le moment où elle est entrée en service, elle avait 4 ans de retard. Ce qui n'a pas empêché de faire la carrière qu'elle a faite. Voilà. Donc, le monde dans lequel va voler Ariane 6 n'est pas le monde dans lequel a volé Ariane 5. Il n'est même pas le monde dans lequel Ariane 6 a été conçu, ni même forcément le monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Jusqu'à Ariane 5, chaque fois qu'on avait une Ariane qui arrivait sur le marché, on avait déjà la suivante dans le tuyau. Donc, on va faire voler Ariane 6, mais on va aussi se projeter sur qu'est-ce qu'il va y avoir après, comment on va l'amener. Et ne pas oublier que Ariane 6, c'est avant tout un outil de souveraineté européenne, française aussi, mais européenne. Et pour en parler avec moi ce matin, j'ai donc la chance d'avoir Monsieur Martin Sion, président exécutif d'Ariane Group, Monsieur Tony Tolker-Nielsen, directeur du transport spatial à l'Agence spatiale européenne, et Monsieur Thomas Cour, alors vous avez le titre le plus long du monde, directeur général de la Direction générale des entreprises au ministère français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Voilà. Bon, on va commencer avec Tony, puisque donc, le premier vol d'Ariane 6 est un vol de développement sous responsabilité de l'ESA. C'est dans, je ne dis pas de bêtises, 3 semaines. Qu'est-ce qui reste à faire pour achever le développement d'Ariane 6? C'est avant ce vol et après ce vol, avant de passer le flambeau à l'industrie. Bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les lanceurs est complètement assemblés sur son pas de tir. On va ramener la partie haute, c'est-à-dire la coiffe, avec les charges utiles dedans et une ballast. On va les ramener dans les jours qui viennent là et on va l'intégrer en eau. Après, on va faire ce qu'on appelle un wet dress rehearsal en anglais, en français Une RSL. répétition générale. Répétition générale des systèmes de lancement, RSL, où on remplit les lanceurs, on fait la décompte comme si on faisait un lancement et on s'arrête juste avant d'allumer les moteurs. Et puis, on va vidanger, on va exploiter ces résultats, comprendre que tout va bien. Et ça, c'est le dernier échelon avant le vol inaugural. Côté développement, demain, on fait le dernier board de notre revue de qualification. Il y a eu un board il y a 3 semaines, je pense, non, 1 mois. Et puis, il y avait des actions à clore. Ils vont être clos demain. Et là, on ferme ce chapitre-là. Et puis, tout est prêt pour le lancement. Ce lancement, c'est un lancement pour vérifier qu'on a tout bien compris. Donc, il y a des milliers de senseurs partout, des températures, des pressions dynamiques, etc. Et on va valider tous nos modèles, peut-être les calibrer, on va peut-être constater quelque chose qui allait pas exactement comme prévu, des anomalies on appelle ça, et on va les corriger et puis ça va prendre un peu de temps, 4 mois, quelque chose comme ça, pour permettre de tout valider et tout calibrer pour être prêt pour le prochain vol qui sera sous la responsabilité d'Ariane Group, le premier vol d'exploitation vers novembre, décembre cette année. Et alors justement, Monsieur Sion, comment va se dérouler ce passage de flambeau? À quel moment? La production des prochains lanceurs elle a déjà commencé, elle est déjà bien avancée. Comment se passe ce passage de flambeau?
et vous n'avez quand même pas attendu les éléments de l'ESA pour préparer les prochains vols. Oui, avant de parler de production, moi je voudrais quand même pas enjamber le premier vol, parce que tout ce qu'a dit Tony est vrai, forcément, mais il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a 13 000 personnes qui ont travaillé sur ce programme, et des premiers vols d'un lanceur lourd, il n'y en a pas souvent. Moi, je me souviens d'Ariane 5, je me souviens d'Ariane 5 ECA. Ça montre aussi que ce n'est pas un chemin de rose, les premiers vols. Mais le premier succès, c'est un moment d'émotion qui est incroyable. Et il y a une attente dans les gens qui sont impliqués sur Ariane Group, chez nos clients, dans l'ensemble je pense, de tous les Européens qui sont intéressés par le spatial. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui donne du sens à la passion qu'ont les gens qui travaillent dans le domaine du spatial chez Ariane Group, chez nos partenaires, à l'Agence spatiale européenne, au CNES, et puis à tous ceux qui participent à ce programme. Et je pense que cette dimension-là, elle est importante parce que ça va être, je dirais, un jalon sur la souveraineté européenne. On retrouve un accès à l'espace et puis ça va nous redonner une dynamique qui est bien meilleure que les difficultés qu'on a pu rencontrer effectivement dans le développement. Donc derrière, oui, on a lancé de la production. On a 15 lanceurs qui ont été lancés en production il y a plusieurs années. C'est ça qui fait qu'on est prêt à faire le deuxième vol à la fin de l'année. Ce sera un vol qui sera fait sous la responsabilité d'Ariane Espace et qui sera un vol gouvernemental. Rappelons-nous que le dernier vol d'Ariane 5, c'était pour Syracuse et pour H2Sat. Donc ça montre bien que les lanceurs civils, c'est un enjeu de souveraineté. Et puis derrière, on va monter le plus vite possible la cadence 9. Et donc, on va utiliser les lanceurs que nous avons déjà commandés. On a déjà passé des commandes à l'essentiel de notre supply chain pour les lanceurs suivants. Le maître mot là-dedans, c'est la fiabilité. La fiabilité, ça a été la marque de fabrique d'Ariane 5. C'est ce qu'attendent nos clients institutionnels et commerciaux. Et puis ensuite, c'est d'essayer d'accélérer, réduire les cycles, simplifier les définitions et puis faire évoluer le produit. Mais ça, j'y reviendrai. Monsieur Courbe, la conférence de Séville a permis à la France et à ses principaux partenaires de mettre en place un mécanisme de soutien à l'exploitation, puisque faire un lanceur qui soit un lanceur européen, ça implique nécessairement des surcoûts, puisqu'on ne peut pas tout faire dans la même usine. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui a été décidé et ce n'est pas un chèque en blanc qui est fait à l'industrie? Non, pas du tout. Et la première chose à dire, c'est peut-être que ce n'est pas un secret que ces dernières années, il y a eu beaucoup de débats intenses entre les États membres sur l'avenir des lanceurs en Europe. Et le plus important, c'est que Séville a matérialisé, a cristallisé une stratégie commune des États membres sur les lanceurs, autour de deux grandes idées. La première, c'est donc finalement, et vous l'avez dit tout à l'heure, que Ariane 6 était le lanceur de souveraineté de l'Europe. Et pour cela, pour assurer cette mission dont nous avons besoin pour satisfaire les besoins européens, nous avons effectivement à Séville trouvé un accord sur le modèle économique d'Ariane 6 et donc à la fois des financements publics qui permettent d'assurer ce modèle économique, donc au maximum 340 millions d'euros par an, et en même temps une demande aux industriels de baisser leurs coûts de 11%, donc un enjeu de compétitivité, un effort en face de l'effort public. Et ça permet de financer, d'assurer les 56 premiers lanceurs, d'assurer la trentaine de missions opérationnelles qui sont déjà contractualisées. Et donc, c'est finalement l'assurance du devenir d'Ariane 6 comme lanceur de souveraineté de l'Europe pour la décennie. Et donc ça, c'est le premier sujet. Et ça tombe bien avant Séville d'avoir cette assurance du modèle économique avant le premier lancement. Le deuxième pilier de cet accord, qui est finalement assez étroitement lié, c'est l'idée de préparer l'avenir avec un challenge de mini-lanceurs, avec une approche différente de conduite des programmes, avec des objectifs de compétitivité qui sont de premier plan et sur lequel également nous nous sommes mis d'accord finalement pour préparer l'avenir et à la fois apporter une offre complémentaire de mini-lanceurs, complémentaire de ce que pourra assurer Ariane 6 et Vega, et en même temps préparer l'avenir, et on y reviendra là aussi sans doute. Bien, nous reviendrons après sur les petits lanceurs. Bon, je ne voulais pas enjamber le premier vol d'Ariane 6, et c'est vrai que je garde toujours en mémoire que 50% des premiers vols de nouveaux lanceurs sont des échecs. Le H3 nous l'a montré l'an dernier. Néanmoins, la prochaine étape, une fois passé ce moment, va être la montée en cadence et aussi
l'évolution d'Ariane 6, puisqu'elle est déjà sur les rails. J'aurais aimé que vous me détailliez, tous les trois, vos responsabilités respectives dans cet effort pour déjà préparer l'Ariane 6 d'après. Alors, je vais bien commencer. La version qui va voler, là, c'est une Ariane 62, donc 2 boosters, qui a une performance qui est déjà de bon niveau. C'est un lanceur lourd. On va mettre en service l'année prochaine la version à 4 boosters, la version Ariane 64. Et en parallèle, nous sommes déjà en train de faire évoluer Ariane 6, suite à une décision qui avait été prise à la conférence des pays de l'ESA de 2022, avec 2 évolutions principales. Augmenter le chargement des boosters à poudre pour augmenter la charge utile et puis augmenter le point de fonctionnement du moteur Vinci. Avec cela, on va améliorer la compétitivité d'Ariane 6 sur l'ensemble des segments, aussi bien au bénéfice des clients institutionnels que commerciaux. Donc voilà, la roadmap pour Ariane 6, elle est déjà engagée et elle vise à coller au mieux à l'ensemble des besoins du marché. Quand je parle des clients commerciaux, certes, au début, on voyait beaucoup les missions GTO, mais aujourd'hui, il y a des besoins extrêmement forts dans les constellations. Et Ariane 6 est particulièrement bien adaptée aux constellations. Et avec ces modifications, elle le sera encore mieux. Le rôle de l'ESA. Nous, on est maître d'ouvrage justement ces améliorations. Donc c'est nous qui avons le financement pour ça. Et aussi, aujourd'hui, on a dit maximum 340 millions. Et nous savons aussi le rôle de monitorer et d'auditer toute la chaîne industrielle. On regarde même le revenu, on compare au coût pour calibrer ses besoins. Et puis, il faut le faire souscrire à notre conseil ministériel en 2025. Donc, ce sera un tâche qu'on a à faire avant ça pour pouvoir calibrer ce support précisément. Pas trop, ni pas trop peu. Voilà, juste besoin. Je rappelle, c'est un financement pour compenser les pertes. Voilà, exactement. Il faut que ça soit comme ça. D'accord. Enfin, une autre façon de dire, c'est un financement pour équilibrer l'exploitation du programme. Voilà. Non, notre rôle, je pense qu'il est sur 2 plans. Le premier, c'est, comme Tony l'a dit, de faire finalement l'enforcement des accords. Et on a sur Ariane 6 l'accord de Séville, mais on avait eu aussi des décisions à la ministérielle 22. On a aussi, je l'ai mentionné, et on n'a pas encore d'accord avec tous les industriels, les réductions de coûts. Et donc, notre premier engagement, c'est d'assurer que chacun respecte ses engagements et vient au résultat sur tous ces sujets. Ensuite, si c'est bien le cas, comme Martin l'a décrit, on aura des évolutions du programme qui nous semblent très adaptées au marché. Donc on soutiendra les efforts commerciaux de commercialisation d'Ariane 6, y compris sur le marché privé. Et puis le deuxième axe essentiel pour nous, c'est la préférence européenne. C'est que maintenant qu'on a un lanceur Ariane 6 qui est parfaitement adapté aux besoins institutionnels européens, c'est que chacun applique la préférence européenne et donc que pour tous les besoins européens, les clients et institutionnels aient recours à Ariane 6. Et ça, on mettra beaucoup d'énergie, y compris sur le plan politique, sur ce sujet pour que cette préférence européenne soit respectée. Et d'ailleurs, cette préférence européenne, et on vient d'aborder les 340 millions d'équilibrage du modèle, cette préférence européenne, elle est dans l'intérêt de tous les États membres parce que plus les États membres auront recours pour leur lancement à Ariane 6 et plus ce modèle sera équilibré et plus, comme le dit Tony, on pourra baisser la contribution des États. Donc c'est non seulement, je pense, un enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu économique, budgétaire même pour les États membres d'appliquer cette préférence européenne pour leurs besoins. Donc oui, un effet d'échelle pour absorber les coûts fixes. Exactement. Voilà. Alors bon, il y a un sujet qui, je l'avoue, qui m'énerve profondément. C'est donc dans les médias généralistes, la question c'est toujours, on me la pose à moi, mais Ariane 6 sera-t-elle compétitive avec SpaceX? Est-ce que la concurrence se fera avec SpaceX? Or, Ariane 6 est un lanceur de souveraineté,
qui doit être compétitif dans un monde où SpaceX existe, mais pas forcément face à SpaceX. Il n'y a pas que SpaceX dans le monde. Je voulais voir comment vous appréhendez la concurrence, donc en mettant SpaceX de côté. Parce que de toute façon, SpaceX est là, on est obligé de vivre avec. On ne le met pas de côté, on le prend en compte. Comme vous dites, il n'y a pas que lui. Maintenant, je vais rebondir sur ce que disait Thomas. L'accord de Séville repose sur un modèle économique qui est d'une certaine manière virtuel, mais qui correspond aux objectifs qu'on se fixe et qui correspond aux conditions dans lesquelles on a lancé Ariane 6. Ariane 6 est fait pour voler 9 fois par an, 4 fois pour des besoins institutionnels. Besoins institutionnels, c'est l'ESA, la Commission européenne, les gouvernements des différents pays européens, donc 4 fois par an. Et puis, il y a 5 vols par an qu'il faut qu'on aille gagner sur le marché international. Et aujourd'hui, on a déjà un carnet de commandes, je pense que Stéphane Israël l'a bien présenté ce matin, avec 30 lancements qui sont en carnet. Et aujourd'hui, les équipes d'Arianespace, elles continuent à avoir des contacts très approfondis partout dans le monde, aux États-Unis, en Océanie, en Asie, en Europe évidemment, pour compléter le carnet de commandes. Et vu les marques d'intérêt qu'on a aujourd'hui, je pense qu'Arianespace n'aura pas de difficulté à compléter le carnet de commandes avec les 5 vols commerciaux annuels. Donc, notre objectif, c'est vraiment de trouver le bon point de fonctionnement qui correspond au dimensionnement industriel d'Ariane 6, qui était le dimensionnement qu'on s'est donné au début. Et le marché commercial nous sert à asseoir l'activité industrielle pour garantir une activité institutionnelle fiable et donc la mission de souveraineté que vous avez mentionnée. Oui, si je peux peut-être compléter. Donc les décisions de Séville étaient très importantes. Juste avant cette décision, j'ai reçu une lettre de tous les opérateurs de télécommunications dans l'Europe qui soutenaient Ariane 6. Donc c'était une lettre de soutien pour les décisions pour eux, c'est très important. Donc là, on ne parlait pas des marchés institutionnels, on parle des marchés commerciaux. Pour les opérateurs européens, c'est fondamental d'avoir un lanceur européen. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est né Ariane il y a 50 ans, justement parce que on avait fait une satellite Symphonie de télécommunications, et puis on n'avait pas de lanceur. Et donc on allait aux États-Unis pour les faire lancer. Et on a demandé, ils les ont dit oui, on va bien vous lancer. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser cette satellite commercialement. Donc vraiment, Ariane a sa place, même sur le marché commercial, pour les Européens. Mais évidemment, comme ça a été dit, c'est notre accès à l'espace souverain aussi. Oui, je partage. Je pense que le marché évolue. On voit que en particulier les constellations basse orbite vont générer un marché très important avec des besoins pour lesquels Ariane 6 est particulièrement adapté et le bloc 2 sera encore mieux adapté aux besoins des clients. Donc on va avoir un produit qui est très adapté aux besoins des clients et puis on va avoir tout un ensemble de clients et on le voit déjà dans le carnet de commandes, on le voit dans les prospects qui sont intéressés par le produit parce qu'il répond bien à leurs besoins. Aussi, comme le dit Tony, parce qu'il y a des enjeux soit d'offres intégrées avec la fourniture du satellite, soit de choix de clients qui ne veulent pas avoir qu'une seule offre, qu'une seule option, qui veulent, dans certains cas, une offre différente. Et ça peut jouer aussi pour un certain nombre de clients commerciaux. Et on voit bien, et c'est la tendance actuellement, qu'il y a un très grand intérêt pour le produit. Et donc, la commercialisation, on n'est pas du tout inquiet. Oui, c'est pas parce que Ryanair existe que plus personne ne vole sur Air France. C'est un peu ça que vous me dites. Tout à fait. Donc Ariane 6, c'est un outil de souveraineté, mais aussi de maîtrise de technologie, ce qui amène à poser la question des développements pour la suite. Alors, parce que donc, dans l'avenir, il y aura Ariane 6, mais il n'y aura pas que Ariane 6. Il y a déjà Vega à côté, ne l'oublions pas. Il y a déjà Vega. Enfin, il n'est pas vraiment là en ce moment, mais bon, il y a Vega aussi dans le paysage.
Tony Tolkaninson, ça fait des années que l'ESA finance des développements technologiques avec... J'avoue que je ne sais plus si le programme s'appelait toujours FLPP ou ça a changé tellement de nom, tellement de fois. Donc notamment avec le moteur Prometheus, avec le démonstrateur des tâches réutilisables Themis. Je note qu'à la ministérielle de Paris, le financement de Themis n'était pas vraiment allé jusqu'au bout. Alors, comment va évoluer cette activité FLPP au sein de l'ESA à un moment où donc, on prépare des choses comme le Launcher Challenge? Bon, d'abord, CM ministériel 22, c'est vrai qu'il y a eu un problème de souscription de Themis et il fallait prendre une décision plus tard de complémenter la souscription pour faire le dernier test de Themis. On fait un test maintenant qu'on appelle un hop test. Où ça décolle et ça monte jusqu'à une certaine altitude et ça redescend. Et le dernier test, le test numéro 3, est un test où on sort de l'atmosphère, on re-rentre. Et celle-là n'est pas complètement financée. Là, il manque les financements français. Maintenant, quelqu'un doit aller faire ce test. Qui le fera, on verra. Il sera nécessaire pour Maya. Si on veut, Maya sera une lanceur réutilisable. Martin, c'est mieux que moi, mais donc peut-être ça se fera dans ces cadres-là. Mais maintenant, plus généralement, FLPP, notre programme des futures missions, quand on regarde ce programme, il grandit plus que linéaire. Hein. C'est exponentiel quand on regarde les conférences ministérielles. Et c'est un programme très riche en technologie et on fait des démonstrateurs aussi. In-orbit rendez-vous and docking, in-orbit fueling qui est fondamental pour l'exploration et fondamental pour la nouvelle Space Transportation Logistics qu'on a en tête pour le futur. Donc maintenant, comment ça se positionne par rapport au European Launcher Challenge? C'est une très bonne question. On travaille là-dessus, mais technology maturation et démonstration de cette technologie sera toujours nécessaire. Mais bon, c'est vrai qu'il faut les positionner par rapport au Launcher Challenge. Mais c'est deux choses très différentes. On y reviendra. Pour Martin, donc Ariane 6 n'est pas votre seul lanceur. Hein. Vous produisez aussi le M51, qui n'est pas tout à fait spatial, tout en étant spatial. Et donc à côté, vous avez créé Maya Space, dont on parlait à l'instant. Comment vous gérez cette double mission de garant de la continuité, finalement, et de prise de risque technologique? Oui, merci, parce que c'est intéressant de rapprocher les trois. À l'ILA de Berlin, on présentait notre famille de produits, parce qu'on a l'habitude de dire, nous, on est 8000 personnes, et on fait des fusées civiles, des fusées militaires. Et donc, on avait Ariane 6, Maya et le M51 qui étaient présentés sur le stand. À Berlin, ça a conduit à beaucoup de discussions intéressantes, et en particulier sur les technologies. Parce qu'en fait, la commonalité entre nos différents lanceurs, c'est des savoir-faire, des technologies, des compétences, des moyens industriels. Et ça, je pense que c'est un énorme atout de la société, hein, parce que 8000 personnes qui font des fusées, c'est pas si courant dans le monde. Et je pense que c'est un énorme atout pour nous lorsqu'il s'agit de recruter et d'avoir des gens qui peuvent avoir des carrières très diversifiées. Maintenant, pour revenir à la question de comment on développe un lanceur de manière extrêmement agile ou des démonstrateurs de façon très agile dans une entreprise qui est obligée d'avoir des process qui sont très rigoureux, hein, ceux qu'on a sur Ariane 6 ou sur la dissuasion, on a fait deux solutions différentes.
Du côté de la défense, on a créé des petites équipes autonomes à l'intérieur d'Ariane Group qui ont fait des démonstrateurs, comme le démonstrateur de planeur hypersonique qui a volé l'année dernière, et qui ont été capables de travailler avec la DGA dans un mode beaucoup plus agile que ce qui était fait sur d'autres programmes, avec plus de prise de risque, naturellement. Et puis pour le civil, parce que c'était possible, on a préféré créer une société, et donc la société c'est Maya Space, qui est autonome. Je pense que Johan Leroy sera là cet après-midi, donc il pourra en donner plus de détails là-dessus. Mais cette filiale à 100% d'Ariane Group, elle est chargée de développer le lanceur réutilisable qui sera notre réponse au European Launcher Challenge. Et donc partant d'une feuille blanche, avec des équipes qui viennent d'un peu partout. Il y en a un tiers à peu près qui vient d'Ariane Espace, d'Ariane Group, du CNES, et puis 2 tiers qui viennent du reste de l'industrie. Ils ont reconstruit un modèle de développement qui est plus adapté à des petits lanceurs dans un mode agile et donc avec une prise de risque plus importante. Donc managériellement, c'est sûr que c'est un vrai challenge de dire comment on fait pivoter l'entreprise progressivement, soit en créant une société à part, ce qu'on a fait sur MySpace, soit en ayant des équipes autonomes à l'intérieur de l'entreprise. Pour l'instant, les 2 modèles fonctionnent. On verra à la fin. Monsieur Courbe, je suis désolé pour tout à l'heure, mais donc, via France 2030, entre autres, vous avez mis le pied à l'étrier à de nombreux nouveaux acteurs pour développer des technologies et des lanceurs. Je vous avoue que les avis que j'entends sont assez mitigés. Il y en a qui applaudissent, il y en a qui disent on saupoudre en espérant que quelque chose va pousser. Quelle que soit la qualité technique de ce qui va être développé, le marché fait que tout le monde ne va pas survivre. Comment est-ce que vous faites pour qu'on puisse en tirer le meilleur de cet effort ? Oui, alors effectivement, dans le cadre de France 2030, on a changé d'approche pour accompagner le développement du New Space en France, et comme vous l'avez dit, depuis les lanceurs jusqu'au service en orbite, donc sur toute la chaîne de valeur. Et ça, avec deux grands principes. Le premier, c'est évidemment de soutenir des projets qui sont adaptés à leur marché, et d'accepter la prise de risque pour avoir plus d'innovation. Et c'est exactement ce qu'on a appliqué sur les mini-lanceurs. On est convaincu qu'il y a un marché, on est convaincu d'ailleurs qu'il y a un marché de mini-lanceurs en complément de lanceurs comme Ariane 6, par exemple pour assurer une très grande disponibilité des lanceurs pour les besoins de certains clients. Et effectivement, on a soutenu à un stade assez précoce un certain nombre de startups. On a annoncé en mars 4 startups qui sont soutenues pour avancer leur développement. On sait bien, et d'ailleurs elles le savent, et on sait que c'est ce type de développement qui permet de réussir, que, comme vous le dites, toutes ne réussiront pas forcément. On en a sélectionné déjà parmi toutes celles qui candidataient. Ensuite, toutes ne réussiront pas forcément parce que la taille du marché ne le permettra pas forcément. Mais on pense que ce processus compétitif va permettre de faire émerger les meilleures innovations, les meilleurs modèles économiques aussi, les plus compétitifs. Donc on croit vraiment à cette démarche et on la met en œuvre. Et effectivement, finalement, c'est une démarche qui est assez comparable à celle dont nous sommes convenus à Séville sur le challenge des mini-lanceurs, qui va consister à privilégier cette approche de compétitivité, de mise en concurrence de différents projets qui vont être souvent des projets de start-up. Donc il y aura Maya, il y aura d'autres projets probablement issus d'autres États membres. Et ça permettra également à cette occasion d'avoir dans nos projets européens à l'ESA une approche nouvelle sur la manière de lancer, de financer ces potentiels nouveaux programmes dans une logique plus importante plus d'achat de services que de développement de programmes. Ça, c'est une innovation importante qui nous semble aller dans le bon sens. Et enfin, ces startups de mini-lanceurs, de notre point de vue, vont contribuer à préparer l'avenir sur 2 plans. D'une part, les innovations technologiques, et on espère que certaines de ces startups émergeront des innovations technologiques qui seront utilisables éventuellement par d'autres programmes, y compris d'autres programmes futurs pour l'Europe. Et par ailleurs, sur l'enjeu de la compétitivité, on pense que le modèle de ces startups peut amener à des processus de conception et de production des lanceurs qui vont être in fine plus compétitifs. Et on espère que finalement, ces 2 éléments, technologie et compétitivité, vont irriguer ensuite les programmes européens, y compris pour l'avenir. Bien. Donc nous arrivons à la question du European Launcher Challenge.
c'est la dénomination précise. Bon, moi j'ai grandi et vécu pendant très longtemps avec une filière Ariane sanctuarisée, avec un retour sur un retour géographique précis et tout. Là j'ai l'impression que tout ça est en train de disparaître et donc on arrive à un modèle. Je caricature un peu, je force un peu le trait. Donc on change de modèle dans une idée où on fait rentrer de la compétition et surtout, je me souviens d'avoir entendu M. Eschbacher le dire, essayer d'amener des investisseurs privés à soutenir ce secteur. Ce qui, quelque part, me pose un petit souci parce que je sais bien que le secteur des lanceurs, dans le spatial, c'est celui qui fait le moins de marge. Donc dire aux investisseurs de mettre de l'argent dans un secteur dans lequel il y aura très peu de retour sur investissement, je trouve ça assez audacieux. Mais bon, j'aimerais savoir comment tout ça se présente pour vous, en commençant par Tony, pour qu'il nous explique les modalités de ce challenge tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Merci pour cette question. D'abord, vous avez dit sanctuariser Ariane 6. C'est la filière Ariane. Dans la filière Ariane. Sanctuarisée, tout le monde le défendait. En fait, ce qu'on a fait à Séville, c'est exactement de sanctuariser les filières Ariane. Donc, Ariane, c'est notre accès garanti à l'espace. Et c'est exactement ce que... Avant Séville, on n'avait pas de modèle. On avait 15 lanceurs commandés. Il fallait absolument commander la suite et trouver le modèle économique pour ça. Et ça faisait 2 ans qu'on discutait ça. Et sans trouver une solution, et on pouvait prévoir un trou dans la cadence des lancements. Après le 15e, il n'y avait plus rien. Et si on ne lançait pas la production tout de suite, il va y être un trou. Et donc, on a justement sanctuarisé la filière Ariane à Séville. Ça, il ne faut pas oublier. Après, on a dit, effectivement, il faut repenser le modèle et il faut essayer de développer les lanceurs privés sur un autre modèle, le modèle où c'est les États qui développent les lanceurs, qui est propriétaire du système de lancement. C'est probablement fini, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas exploiter Ariane 15, 30 ans, je le pense. Et je me souviens des crises similaires pour Ariane 5 au début. Et maintenant, on regarde vers l'arrière et c'était le plus grand succès qu'on a fait des lanceurs. Bon, il y avait Ariane 4 et tout. Mais Ariane 5, c'est aujourd'hui un lanceur phénoménal, avec une carrière absolument phénoménale. Donc, je reviens au challenge. Maintenant, après 45 ans de coopération, maintenant, on veut créer des compétitions. Comment on fait ça? Et c'est très délicat. Et il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Est-ce qu'on achète une démonstration d'un service où on participe au coût de développement de ces lanceurs? Ou est-ce qu'on se positionne comme client, ce qu'on appelle un anchor customer, et on commande un certain nombre de lanceurs et on laisse les sociétés se débrouiller avec les financements du développement. Ça, c'est certaines startups nous disent, placez-nous des commandes pour le lancement. On se débrouille pour les financements du développement. Ça, il y en a d'autres aussi, il y a hors de questions, on n'arrive pas à attirer des... Donc, toutes ces discussions est en train de se faire. Et puis, on a publié une demande d'intérêt. On attend des résultats. Donc, tous les startups vont nous fournir. On a un questionnaire. Ils peuvent aussi exprimer ce qu'ils veulent. Et donc, on attend le retour de ça à la fin du mois de juin. Et donc, on prépare tout ça. Et puis, vers la début 2025, on va lancer la compétition. On va lancer des appels des offres. Et on va les recevoir. Après
on va lancer ces appels d'offres une fois qu'on a trouvé le bon modèle. Et puis, on va évaluer et choisir le gagnant. Et on va aller au CM25, le ministériel de 2025, avec les résultats des compétitions. Et donc, il n'y a aucune contrainte de retour géographique sur cette compétition, parce qu'on va demander les États de souscrire les programmes selon les résultats de la compétition. Donc, cette contrainte de retour géographique n'existera pas sur ces nouvelles European Launcher Challenge. Et maintenant, il faut penser ce qu'on fait jusqu'au 2040. Comment faire coexister ces nouveaux lanceurs avec Ariane 6 et Vega C. On a parlé du marché institutionnel, on a parlé de plus on lance avec ces lanceurs, mieux c'est pour le modèle économique. Donc il y a beaucoup de complications et réflexions qui est nécessaire dans les 6 mois à venir pour qu'on est sûr qu'on a les résultats qu'on attend avec cette European Launcher Challenge. Donc, je n'ai pas répondu précisément comment ça va être, qu'est-ce que c'est, mais j'ai expliqué les problèmes dans lesquels on est. On a une idée. Il ne nous reste plus que 2 minutes, puisqu'on nous a volé 10 minutes sur le temps qu'on nous avait imparti en préparant. Si vous pouvez... Oui, non, quelques mots, mais très cohérent avec ce qu'a dit Tony. Je pense que ce challenge, il est très important et vous avez posé une bonne question qui est la rentabilité des lanceurs. Et justement, cette nouvelle approche qu'on développe à travers ce challenge, c'est une approche dans laquelle on veut créer les conditions que ces projets soient rentables. Et d'ailleurs, ce qui nous conforte, c'est que une partie des mini-lanceurs qui vont probablement, on ne sait pas, mais qui vont probablement participer, dans leur déclaration en tout cas, à ce mini-challenge, c'est des lanceurs dans lesquels des investisseurs privés investissent déjà. Maya, ses actionnaires investissent, on le voit dans des projets allemands par exemple, et donc ça montre que les investisseurs privés y croient à ce nouveau modèle. Ensuite, il y a, je pense, 3 clés de succès dans ce nouveau modèle, incarné par le challenge. Le premier, c'est ce qu'a dit Tony, c'est que pour être complètement orienté sur la compétitivité, pour avoir des lanceurs qui ensuite sont compétitifs sur le marché, il faut effectivement avoir une nouvelle approche dont plus de retour géographique. Et ça, évidemment, on soutient beaucoup cette nouvelle approche à la fois pour le mini-challenge, mais aussi pour plus tard. On pense que c'est une clé du retour à la compétitivité. Deuxième clé de succès, c'est que, Tony l'a dit, on a besoin d'avoir un marché institutionnel aussi pour ces mini-lanceurs. Et de ce point de vue-là, l'association de la Commission est importante parce qu'elle va pouvoir apporter des lancements aux lauréats de ce challenge. Et ça nécessite, je pense, qu'elle soit associée tôt dans le processus. Et puis le troisième, ça nous ramène à votre premier point sur la souveraineté, c'est que dans ce qu'on fait dans ce mini-challenge, on fait aussi la préparation de l'avenir avec toujours en ligne de mire la souveraineté européenne. Et donc, on pense qu'il doit y avoir dans ce mini-challenge des conditions d'éligibilité strictes européennes pour que ces mini-lanceurs soient complètement européens et soient en souveraineté et en autonomie stratégique européenne. C'est la troisième clé de succès pour ensuite préparer l'avenir. Martin, est-ce que vous avez un mot de la fin? Il me reste 0 secondes. Donc d'abord, je suis d'accord avec ce qui a été dit par mes collègues et je voudrais insister sur un point. D'abord, Séville, c'est le début de l'exploitation d'Ariane 6 et d'une Ariane 6 dont on renforce la légitimité, comme avec le modèle que j'ai décrit tout à l'heure. Et Tony nous a dit qu'il faut se préparer à ce que ça aille jusqu'à 2040. À nous de créer les conditions pour que ce soit le cas, et je suis confiant là-dedans. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas caricaturer Séville en disant maintenant on entre dans le monde de la compétition. On va devoir avoir une coexistence entre le monde de la coopération, Ariane 6 ne sera un succès que si on arrive à bien faire marcher la coopération et qu'on améliore encore les choses, et puis à côté de la compétition. Et donc l'Europe a trouvé son modèle. La compétition, ce n'est pas un modèle. Il faut qu'on arrive à trouver un modèle qui permette d'avoir de la coopération, de la compétition et de faire perdurer une industrie des lanceurs qui donne la souveraineté avec un marché institutionnel qui est
infiniment plus faible que dans d'autres régions du monde. Donc il y a un effort de créativité à faire. Je crois que Tony a souligné les difficultés. Nous, on ne fixe pas les règles du jeu, hein, on joue suivant les règles du jeu. Donc on est confiant dans le fait que des bonnes solutions soient proposées en 2025. Eh bien, merci à vous tous. Je m'excuse auprès du public, mais je n'ai pas le temps de prendre des questions. Moi-même, j'en avais d'autres, hein, sur des lanceurs géants, ce genre de choses. Ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Merci. Merci beaucoup.